Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, un nouveau numéro de la table ronde qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, il y a autour de la table, pour la première fois en 2024, nous avons Julien Rombaud. Bonjour Julien. Salut les gars, salut tout le monde. Bonjour Manu. Salut les gars. Et bonne année à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices, même si ce numéro sera publié vraisemblablement au mois de février. Mais c'est pas grave, on est quand même toujours là, on est toujours dans le game et on va encore vous balancer au moins tout ça d'émissions cette année. Voilà, eh bien écoutez, on a une émission un peu chargée aujourd'hui parce qu'on va vous parler dans le désordre de Poor Things, Pauvres créatures, le film de Yorgos Lanthimos. Nous allons parler également de May December, le film de Todd Haynes. Ensuite, on parlera aussi de Monster, l'innocence de Hirokazu Koreeda. Et puis, on terminera en parlant en long, en large et en travers du gros morceau de la fin de l'année dernière, dont nous n'avons pas pu débattre ici, La Sociedad de la Nieve, donc le Cercle des Neiges, malheureusement traduit en français. Et, enfin bref, on en parlera en fin d'émission, parce que voilà, c'est un film qui vaut le coup de revenir dessus. D'ailleurs, à propos de 2023, nous avons publié, grâce à Manu, merci, Manu anime nos réseaux sociaux. Nous avons publié notre top 10 en fin d'année dernière. C'est pas vraiment un top, vous savez que on balance plutôt une liste de films que nous avons aimés, que nous retenons en 2023. Donc voilà, on a balancé des listes personnelles et on a un peu une liste collégiale aujourd'hui qui est donc All the Beauty and the Bloodshed, le film de Laura Poitras sur Nan Goldin. Nous avons également retenu Armageddon Time, le film de James Gray qui est sorti en 2022, celui-là en France, mais bon en 2023 chez nous. Dernière nuit à Milan, le film de Andrea Di Stefano, avec le bien-aimé acteur de Manu. Francesco Favino. Voilà, Pierre Francisco, ce bon vieux Pierre Francisco, qu'on verra dans le film de Stefano Solimas, il sort chez nous cette année. Voilà, on espère. Croisons les doigts. Fabelmans, bien sûr, le sublime faux biopic de Steven Spielberg. Nous avons également Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese. La Société des Neiges, donc, le Cercle des Neiges, dont nous parlerons plus tard, le film de Juan Antonio Bayona. Qui est sorti en 2023 chez nous, contrairement à sa sortie Netflix en 2024. Oui, tout à fait. Donc, Le Garçon et le Héron, le film de Hayao Miyazaki. Misanthrope to Catch a Killer, le film de Damian Schifron. Tar, bien sûr, qui était sorti en janvier, le film de Todd Field. Et puis The Killer, le film de David Fincher, qui est sorti en salle quand même en Belgique. Enfin, on a quand même la chance que les films Netflix sortent chez nous, même s'il y a une promotion de merde et une exploitation de merde aussi, mais c'est pas grave. Enfin voilà, si on est un peu attentif et qu'on est un peu motivé, on peut quand même les voir en salle. Deux recos pour finir ce top 10 collégial de 2023. Jawan de Atli Kumar et Babylone de Damien Chazelle. C'est quoi exactement Jawan, Manu ? Jawan, c'est un des trois films qui ont fait l'actu du cinéma indien l'année dernière avec Shah Rukh Khan à l'affiche. Donc le premier qui est pas très intéressant, qui est Pathan, qui a été le gros succès de l'année en Inde, mais qui a assez vite remplacé par Jawan, qui est un projet beaucoup plus personnel de Shah Rukh Khan. C'est un film beaucoup plus politisé, assez étonnamment, qui est assez frontal dans son discours politique. Je pense qu'on en reparlera peut-être en fin d'émission dans les conseils avec Lucien, parce que je sais que Lucien l'a aussi beaucoup aimé. On n'a pas eu un film du niveau de RRR cette année, mais c'était un peu pour replacer quand même le cinéma indien dans la carte des films qu'on a beaucoup apprécié cette année, quoi. Merci Manu. Alors, comme vous le savez, avant de commencer sur le film Pauvres créatures, Poor Things de Yorgos Lanthimos, une bonne émission ne commence jamais sans un bon quiz. Oh my God. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ?
Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Alors, 4 questions. On est chaud, on est chaud. Ouais, alors la première question va vous donner le thème du quiz. Alors, quel film Tim Burton a-t-il tourné 2 fois? Frankenweenie. Excellente réponse de Manuel Haas, Frankenweenie, sous la forme d'un moyen métrage en 84 et d'un long métrage d'animation en 2012. Deuxième question. Julien, tu es dans la course. Je vois venir. Julien, un sueur. Julien, une question un peu à tendance un petit peu plus littéraire. Ouh là là. Peut-être que tu auras ta chance. À l'instar d'un récent film de Christopher Nolan, à quel mythe antique fait ouvertement référence le Frankenstein de Mary Shelley? Prométhée, les mythes de Prométhée. Excellente réponse de Manuel Haas. Ça va vers un 4-0 tout ça. Bah, le prochain est un QCM. Pardon, j'étais absent. Vas-y. Un QCM. Ouais, voilà. Allez. Voilà. Donc, on va te laisser la première réponse. Comme ça, tu peux choisir au moins au hasard. Frankenstein en 31 et La fiancée de Frankenstein en 35. Les 2 premiers films Universal Monsters dédiés aux monstres et signés James Whale sont bien sûr entrés dans la légende. Mais quel était le titre du 3e volet de la franchise? Attention, vous avez le choix. 1. La maison de Frankenstein. 2. La revanche de Frankenstein. 3. Le fils de Frankenstein. Ou 4. Le cauchemar de Frankenstein. Tu veux que je tente, c'est ça? Allez, le fils de Frankenstein. Bonne réponse. Je le sentais bien. Très très bonne réponse. Un film de Rowland Lee en 1939. Dernière question pour aujourd'hui. Question un peu orientée plus cinéma de Todd Haynes. Le fameux docteur et sa créature ont aussi inspiré un film produit en Italie en 1973 par l'élite arty new-yorkaise 60s, soit Andy Warhol à la prod, Paul Morisset à la réal et Joe D'Alessandro devant la caméra. De la chair pour Frankenstein. Excellente réponse, chair pour Frankenstein. Ça va vite. Faussement réalisé par Antonio Margheriti. Si. Alors, voilà, et on commence maintenant les choses sérieuses avec Poor Things. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Oh, she's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she's progressing at an accelerated pace. Ce bon vieux Yorgos Lanthimos a donc récolté le Lion d'Or en 2023 sur le Lido, bien sûr, pour ce nouveau film qui s'appelle Poor Things, donc Pauvres créatures, qui est un film adapté d'un roman de l'écrivain écossais Alasdair Gray, qui était paru en 92. Voilà, le scénario est signé Tony McNamara, c'était déjà le scénariste de La Favorite, du même Yorgos en 2018, et de Cruella, qui était aussi avec Emma Stone. Voilà, donc ce nouveau film avec donc Emma Stone, je l'ai dit, Willem Dafoe, Mark Ruffalo qui joue dans ce film qui est quand même la grosse sortie du mois. Hein. Le film fait quand même couler pas mal d'encre, les gens y vont, les salles sont pleines et c'est plutôt bien, non ? Oui, si, c'est plutôt bien, oui. Voilà. Déjà, on peut se réjouir au moins de ça. Ça raconte quoi? Donc, que les gens aillent en salle ou que le film soit plutôt bien? J'ai pas dit que le film était plutôt bien. J'ai dit c'était plutôt bien que les gens aillent en salle. Bref, c'est un film qui dure 2h21 et qui raconte l'histoire de Bella Baxter, qui est une jeune femme qui est un peu la créature d'un chirurgien un peu fou, qui est interprété par Willem Dafoe, qui s'appelle le docteur Godwin Baxter. Et Willem Dafoe qui est grimé comme Robert Zedard dans Maniac Cop de Lustig, quoi. Je vois ce que maintenant que tu fais la référence, en effet, je crois que je ne pourrai plus jamais voir ce maquillage sans y penser. Ce bon vieux docteur Baxter a récupéré le corps d'une jeune femme enceinte qui avait
avait tenté de mettre fin à ses jours et il a greffé le cerveau du bébé qu'elle portait dans le corps de la jeune femme. Nous avons donc une femme avec un corps d'adulte, mais un cerveau de bébé, ou qui est en tout cas en évolution, qui est en train de grandir. Au début, elle vit cloîtrée dans la maison de ce bon vieux Dr Godwin, mais finalement, elle va partir puisqu'il y a un monsieur qui s'appelle Duncan Wedderburn, qui est interprété par Mark Ruffalo, qui va partir, faire voir le monde à cette chère Bella, qui va aller à Lisbonne, à Alexandrie, à Paris, dans plein d'endroits un peu fantasmés. Le montage est signé de Yorgos Mavrosaroudis, qui a monté tous les films de Yorgos Lanthimos. Et la photo est de Robbie Ryan, qui avait déjà fait La Favorite, qui travaille aussi sur les films de Ken Loach et qui avait fait aussi American Honey de cette chère Andrea Arnold, qu'on retrouvera normalement en 2024. Andrea Arnold. Alors, après cette introduction vraiment très 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 chaotique, Manu, qu'as-tu pensé du film de ce bon vieux Yorgos ? C'est peut-être le film le moins irritant de sa filmo, parce que c'est pas un cinéaste que je porte beaucoup dans mon cœur, et je pense qu'on porte pas beaucoup dans notre cœur autour de la table. C'est un film qui est assez régulièrement marrant, même s'il est assez répétitif dans ses procédés de comédie. Ça va pas chercher bien loin, mais le film est régulièrement assez réjouissant, notamment par la performance assez délectable d'Emma Stone. J'ai plus de réserves sur le personnage de Ruffalo, mais ça tient beaucoup plus à son écriture et au développement du personnage, qui à un moment tire à la ligne, mais c'est le gros problème du film. C'est un film qui tire beaucoup à la ligne. Il y a le côté aussi paillard du film qui est assez réjouissant. Après, pour moi, on y retrouve un petit peu tous les défauts du cinéma de Lanthimos, à savoir que c'est un gros cinéma de poseur, où le style, le noir et blanc, fisheye, ne semble avoir que pour seul intérêt de chercher à surstimuler ton œil de spectateur pour te garder captif. C'est un peu une forme de racolage visuel assez irritant, qui tient plus, à mon sens, d'une vidéo TikTok ou d'une logique publicitaire. Ça pourrait être peu dommageable. Après, pour moi, là où ça coince complètement, c'est que lorsque le film se rame un petit peu en Verhoeven de salon sur la condition féminine, alors qu'il ne délivre pour moi qu'un petit discours publicitaire d'empowerment féminin. C'est assez intéressant que ce mot empowerment vienne du monde de l'entreprise plutôt que réellement des luttes sociales. Et sur ce registre-là, pour moi, pour Sing, ça fait guère mieux que ce clip Kenzo qu'avait fait Spike Jonze avec justement Margaret Qualley, qu'on retrouve aussi dans un petit rôle dans Pour Sing. C'est vraiment un discours publicitaire pré-mâché de libération féminine, mais qui est complètement cadenassé par cette artificialité du cinéma de Lanthimos qui en fait ne laisse jamais la vie rentrer dans son cinéma, et donc en fait ce discours reste très confortable, très publicitaire. En fait, il y a peu de prise de risque en fait dessus. Ça explique peut-être aussi le grand succès du film. C'est un film qui te chahute pas beaucoup en tant que spectateur. Ouais, je suis bien d'accord. Julien. Il parle bien, Manu, hein. On pourrait s'arrêter là presque. Mais honnêtement, alors c'est pas le grand film radical, brut et dérangeant dont certains ou certaines nous disent qu'il est. Il m'a effectivement pas beaucoup chahuté ni choqué. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, notamment à partir de l'épisode Lisbonne, j'ai choisi de prendre le film plutôt comme une grosse blague potache. Et que là-dessus, ce qu'il est aussi, effectivement. Ouais, mais je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il essaie d'avoir une certaine charge corrosive, et effectivement, pour ça, il faudra repasser un peu. Mais sur la blague. Non, mais c'est pas de la condescendance quand je dis grosse blague potache, parce que je trouve qu'il est bon là-dedans, dans ce film-là. Alors, effectivement, je le trouve ostentatoire et fatigant. Je comprends pas son excès du fisheye ou ce genre de, comme tu disais, de stimuli visuels. Je trouve ça soit franchement fatigant, soit franchement laid. Mais après, oui, voilà, tu l'as dit, hein, la performance d'Emma Stone est assez fantastique. Je trouve dans la façon, dans sa candeur, dans la façon dont elle découvre le sexe, la vie, dans son espèce de non-censure qu'elle a avec ce cerveau de bébé implanté dans son corps. C'est assez délectable, c'est très drôle. Il y a des bonnes trouvailles de dialogue, de faire l'amour, hein, faire des bons furieux ou faire des jeux de langue. Je la trouve vraiment drôle quand elle est dans son dîner mondain, puis quand la danse va commencer, etc. Oui, je trouve qu'il y a des bonnes trouvailles de jeu, il y a des bonnes trouvailles de chorégraphie, etc. Donc je trouve ça assez... Finalement, moi, c'est effectivement le film où je me suis le plus amusé, où j'ai le moins à reprocher à Lanthimos. Après, oui, je rejoins ce que tu as dit. Effectivement, je trouve que le discours féministe semble plaqué, qu'il est plutôt, voire misogyne d'ailleurs par endroits. Mais bon, on va pas tout plaquer là-dessus. Mais et alors, je m'interroge sur ses extérieurs. Enfin, on est loin dans la laideur quand même, je trouve, non ? Je sais pas, la laideur,
Ça, après, voilà. Dans l'artifice, en tout cas. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une esthétique qui est quand même, enfin, moi, je trouve vachement déjà labourée. Enfin, c'est un truc qu'on a déjà vu 50 000 fois. J'avais l'impression de regarder vraiment un livre d'images, une BD un peu qu'aurait sorti les humanoïdes associés il y a 40 ans. Enfin, je sais pas. Mais, enfin, franchement, moi, je trouve qu'il y a pas vraiment beaucoup de neuf d'invention dans l'univers qui est déployé. J'en parlais en off, mais voilà, les chimères qui habitent chez Willem Dafoe, moi ça m'a fait penser à J.F. Sébastien dans Blade Runner, quoi. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'au niveau de ce qu'il déployait visuellement, alors que putain, il en déploie des trucs visuellement, je trouvais qu'il était jamais vraiment inspiré, quoi. Il y a aucune vraiment... Bon, la vraie idée, c'est ce truc de personnage bébé qui doit dans sa candeur. Et en effet, vous l'avez dit, le côté paillard, le côté grosse blague potache, ce sont les choses, et le jeu d'Emma Stone sont les trucs qui t'accrochent au film. Parce que moi, je ne pénètre jamais ce film. En fait, moi, je regarde ce film comme je regarde un aquarium. Non, je dis ça aussi pour les fichailles et tout ça, mais parce que j'étais constamment à l'écart du film, mais constamment en dehors. Je trouvais que c'était un film qui était sous cloche et qui ne m'impliquait jamais. J'avais même l'impression de ne jamais vraiment rentrer à l'intérieur des scènes. Toutes les scènes qui sont en extérieur, qui déploient justement tout ce décorum, vont toujours être dans ces plans justement dans très longues, enfin très courtes focales, pardon, très décoratifs. Et sinon les scènes qui vont être, où on va rentrer dans un découpage un peu plus serré, ça va être que dans des chambres d'hôtel ou des restaurants. Enfin, donc moi je trouve que le point d'accroche, enfin on l'a dit, mais c'est Emma Stone. Le point d'accroche, c'est un peu par procuration les aventures qu'elle vit, cette espèce de, comment on appelle ça, de conte initiatique quelque part. Oui, non, c'est le point d'accroche du film. C'est l'accroche, mais est-ce que tu es impliqué? T'es pas impliqué. Le problème, je pense que si t'es pas impliqué, c'est qu'en fait, il botte en touche à un moment de développement de personnage. C'est quand à un moment, vraiment, elle s'émancipe. C'est fait de manière hyper caricaturale. C'est ce discours en Grèce avec les pauvres en dessous, où elle descend et tu as ce grand cri et ce grand plan de grue, ou je ne sais même pas si c'est de grue, parce que c'est tellement dégueulasse numérique, en termes de numérique, tout ce qui se tourne autour de cette île, mais où tout d'un coup, il voudrait créer de l'émotion, et c'est totalement à plat. Pour moi, ça m'a vraiment rappelé le 5e élément, où à un moment, tu avais Mila Jovovich qui découvrait tous les malheurs du monde. C'est pour moi de ce niveau-là. Alors ça se veut peut-être plus satirique, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça se veut plus satirique, mais en fait, ça fait que le parcours initiatique de ce personnage-là s'arrête, parce qu'en fait, c'est juste des étapes imposées, mais c'est pas quelque chose où tu sens le personnage traversé par ça. Et pour moi, c'est la même chose sur le personnage de Mark Ruffalo. Tout d'un coup, quand il devient l'odieux connard qui est attaché à elle, son jeu, je trouve beaucoup moins léger d'une certaine manière, parce qu'il essaye de lui créer une psychologie qu'il n'a pas, le personnage. Et le personnage devient d'un coup très repoussoir et assez peu enthousiasmant dans son côté un petit peu libidineux, j'ai envie de dire. Ça, moi, je trouvais que toute cette évolution du personnage, je trouvais que c'était très plaqué et qu'en fait, ça ne la transformait pas vraiment. En tout cas, ça ne transforme pas la manière dont elle interagit avec le récit. En fait, elle continue à subir tout le temps les choses. Moi, j'ai trouvé. Mais ça, on est d'accord. Hein. Je trouve que c'est son point. Je disais, le point d'accroche me semble être totalement Emma Stone, mais je trouve qu'effectivement, il n'y a pas d'évolution dans son personnage. Et même à Paris, dans les scènes de bordel, de sexe, etc., ça ne la modifie que peu, quoi. Puis bon, pour un discours féministe, à la fin, c'est quand même la femme la plus teubée, j'ai envie de dire, de la maison qui va servir de domestique. Hein. C'est pas l'homme qui se met au service des femmes dans le film à la fin. Hein. C'est quand même, il y a quand même cette logique-là avec le personnage de Margaret Qualley qui est quand même une proto Emma Stone dans le film et qui se retrouve confinée à son même rôle à la fin. Ouais. Après, j'étais en train de penser à la longueur quand tu disais 2h20. Je me disais, il y a aussi quelque chose à dire. C'est que, j'ai l'impression. Cette histoire de premier mari qui revient, donc le mari originel, le mari à qui elle était promise avant de tenter de se suicider. Je trouve que c'est un épisode qui pourrait vachement apporter au récit. Au final, voilà, ça tombe un peu à plat, ça n'apporte pas grand-chose à l'ensemble, ça ne la modifie pas beaucoup, à part ce plan un peu drôle de chèvre, de cerveau plaqué dans la chèvre. Mais voilà, je trouve que c'est un peu vain. Mais en fait, les grands tournants scénaristiques de tout ce film tombent à plat. C'est ça le problème. T'es un peu dans une espèce de truc très plat d'une manière rythmique, et de la manière dont le récit avance.
c'est très livre d'images, quoi, que tu feuillettes un peu toujours sur le même rythme. Par rapport aux ambitions que ça a, c'est pas du tout assez poil à gratter à mon sens. Ça devrait être un film qui devrait être, comme le dirait Yannick Dain, un caillou dans la chaussure, quoi. Ça l'est pas du tout, quoi. C'est vraiment un film qui est extrêmement balisé dans l'évolution de ses personnages, en fait, qui te délivre un petit peu le discours que t'attends. Ouais. J'ai entendu des parallèles avec Barbie. Oui, moi aussi j'ai entendu ça. Et J'ai pas vu Barbie. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est évidemment pas du tout les mêmes films, mais dans ce côté poil à gratter absent, c'est les mêmes reproches que je ferai aux deux films, en tout cas. Très bien, merci messieurs. Eh bien, je vous propose de passer à la suite. Nous allons parler maintenant du film May December, signé Todd Haynes. How do you choose your roles? I want to find a character that's difficult to understand. Why are they like this? Were they born or were they made? I thought you were taller. You look taller on television, but we're basically the same size. Thank you for doing this. Well, I want you to tell the story right, don't I? They're sweet, aren't they? We've been together for almost 24 years now. It's hard to trust that you're going to represent things as they were. Et aujourd'hui, je n'ai pas préparé mes intros, donc elles sont bordéliques. Excusez-moi, mais n'empêche qu'on va parler maintenant du nouveau film de Todd Haynes, le réalisateur. Entre autres, est-ce qu'on cite les bons films ou est-ce qu'on cite les films méritants mais ratés? Parce que je pense qu'il a fait beaucoup moins de bons films, donc on va dire les bons films. Carole, Loin du paradis et il y en a Safe. Voilà. Sinon, il a fait d'autres films qui sont un peu plus brinque-ballants. Soit, mais on l'aime quand même. On l'aime quand même. Moi, j'aimais I'm Not There, mais je crois que c'est pas partagé. Ouais. Pas autour de cette table. Si Lucia était là. Ouais. Alors ici, il fait un film avec son actrice, qu'on peut dire son actrice fétiche, Julianne Moore, et il y a aussi Nathalie Portman. Je pense que d'ailleurs que Nathalie Portman a porté le projet pendant assez longtemps, puisque ce n'est pas un film qui a été écrit par Haynes lui-même, mais c'est un scénario donc qui a été concocté par Sammy Burch, qui avait écrit les Hunger Games, et de Alex Mechanic. Voilà. Todd Haynes s'intéresse ici à l'histoire d'une actrice qui s'appelle Elizabeth, c'est Nathalie Portman. Elle arrive à Savannah, une petite ville du sud des États-Unis, parce qu'elle va interpréter une femme qui y habite, donc à Savannah, une femme qui est interprétée par Julianne Moore. Et Julianne Moore, en gros, est maquée avec un mec de 30 ans de moins qu'elle, avec qui elle a fait sa vie et des enfants, mais le problème, c'est que quand ils se sont rencontrés, le garçon avait 13 ans. Et donc Nathalie Portman, qui s'appelle Elizabeth, va interpréter cette femme à l'écran et elle vient pour enquêter et construire son rôle et son interprétation. Et c'est ça que nous raconte le film de Todd Haynes. Les images sont signées Christopher Blauvelt, qui avait fait First Cow ou Zodiac. Je pense qu'ici il y a un travail quand même assez remarquable. Et la musique est de... Christophe Andelat. de Marcelo Zarvos. Et en fait, Todd Haynes a demandé à son musicien, Marcelo Zarvos, de s'inspirer très fortement d'une musique de Michel Legrand, qui avait servi pour le film Le Messager de Joseph Losey et qui est célèbre maintenant et très marqué culturellement pour nous Français, puisque c'est la musique du générique de Faites entrer l'accusé. Voilà, ce qui est quand même relativement rigolo. C'est Julien qui va commencer sur ce film. Tout à fait. Bah écoute, par rapport à tes catégories là de films réussis ou films méritants mais ratés, je le placerais plutôt dans la deuxième catégorie. Enfin, personnellement, je dirais qu'il est méritant mais demi-raté en tout cas. Le problème pour moi, c'est que j'ai l'impression que Todd Haynes hésite entre plusieurs films, qu'il hésite entre plusieurs genres, qu'il met longtemps à... Je ne sais pas s'il met longtemps à saisir son sujet, mais moi, je mets longtemps à saisir exactement ce qu'il veut me raconter. Je trouve qu'au début, je surnage un peu dans un ovni un peu étrange, avec effectivement cette musique très référencée pour des actes que je ne comprends pas. Enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il essaie de mettre un faux suspense. Il faut préciser que cette musique est vachement à l'avant-plan. C'est une musique qui arrive de manière très frontale et donc qui est répétitive et qui est scandée un petit peu comme une sorte de thème, mais assez bruyant, on va dire. Ouais.
Ouais, assez bruyant, qui arrive sans crier gare et qui peut surgir quand Julianne Moore ouvre le frigo pour dire qu'il ne restera pas assez de hot dog. Et tout à coup, on a une espèce de suspense, de sur-suspense, si je puis dire, qui place quelque chose de dérangeant et bizarre. Enfin, je crois que c'est la volonté, mais j'ai pas bien compris pourquoi. En tout cas, j'ai l'impression qu'il essaye de pas être manichéen et de pas pointer les gens du doigt, de pas les condamner, et que c'est ce qui fait aussi que ça manque de point de vue, que ça manque de parti pris, que ça manque de choix. Donc, en résulte pour moi un film qui me laisse pas mal sur le côté, qui est assez froid et assez comment on dit, feutré dans son jeu. Parce que voilà, ce que je disais, il y a une réflexion. J'ai l'impression qu'il hésite entre une réflexion sur le métier d'actrice, entre une fable sur un scandale, entre une étude sociale, entre tout ça. Et finalement, il choisit pas et c'est flou. Finalement, je trouve que ce qui l'intéresse beaucoup, c'est peut-être le personnage qui semble le moins à l'avant-plan, qui est ce jeune garçon. Enfin, ce jeune garçon, il a 38 ans, je crois, à peu près, au moment où le film se passe. Il est assez intéressant, ce garçon, dans cette vie qui semble lui être volée. Alors, effectivement, il était consentant, mais il avait 13 ans, donc... Finalement, c'est le seul personnage qui vit une véritable tragédie. C'est le seul personnage qui est pas vraiment acteur de ce qui se passe, quoi, en fait. Il est pas du tout dans une logique de manipulation ou de prédation que peuvent avoir les deux personnages féminins. C'est un peu le personnage qui est resté coincé entre deux âges. Il reste cet enfant-là, en fait, avec des belles scènes sur le toit avec son fils, etc. Quand il apprend à fumer, effectivement. Il apprend à fumer. Il y a une forme de dérision quand même dans la manière dont le montre aussi Todd Haynes, puisque ça reste quand même cet enfant mal dégrossi. Mais au fur et à mesure que le film se développe, la caractérisation du personnage l'amène vraiment vers une forme de tragédie. Ouais, c'est le personnage qu'on interroge dans le film, c'est le personnage qui me semble le plus intéressant. Et au contraire de Julianne Moore avec ces dernières scènes, etc., qui est complètement dans la manipulation. Je sais pas, effectivement, il y a un regard posé sur l'ensemble des personnages qui me dérange un peu et qui fait que je n'entre pas dans le film. Mais c'est un drôle de truc. Donc c'est vrai, en tout cas, au début, on se demande vraiment, mais dans quoi on est ? Et puis en plus, il surjoue de ça, en fait. Il cherche, pour moi, il cherche vraiment à te mettre dans cette interrogation. La preuve en est ces cadres qui sont toujours très étranges dans le film. Au début, enfin voilà, il y a beaucoup de contre-cadres. Souvent, c'est déséquilibré, en fait. Il cherche volontairement, visuellement, à te déséquilibrer, à te mettre sur ce truc un peu, un peu mouvant, un peu, tu sais pas trop où t'es. Et par contre, pour moi, se dessine assez rapidement. Le thème qui est central, selon moi, pour le film, c'est le métier d'actrice et la recherche de la vérité et le fait que finalement la réalité tu ne t'en saisis jamais vraiment et que si tu es actrice tu as plutôt intérêt à faire une adaptation, une vraie interprétation que d'essayer d'être au plus proche du réel, parce que si jamais tu cherches à être au plus proche de la vérité ça t'échappe tout le temps. Tu veux dire qu'il faut se forger sa vérité comme dans Anatomie d'une chute, c'est ça? Et ben je trouve justement que ce thème de la recherche, c'est ça qui est un petit peu illustré et parfois souligné dans le film. Moi je trouve que pour le coup, au-delà de la blague sur Anatomie d'une chute, je trouve effectivement le film de Todd Haynes plus intéressant sur ce rapport-là, parce qu'il multiplie les angles et il y a un vrai trouble parce qu'il ne pose jamais clairement les choses. Il y a une zone d'ombre dans chacun de ces personnages qu'il arrive à préserver et qui fait que le film reste déroutant effectivement, mais aussi fascinant par cet aspect-là, parce qu'il ne se place pas au-dessus de ces personnages-là. Il t'apporte par petites touches impressionnistes des informations sur les différents personnages, et c'est à toi un peu de recomposer le tableau. C'est pas un film qui me parle beaucoup, je reste assez extérieur au film, mais c'est là où je trouve qu'il a une approche plutôt intéressante vis-à-vis de son sujet. Il te montre quand même que Nathalie Portman est un personnage plutôt négatif, quoi. Un personnage, disons, assez mente religieuse comme ça, et aussi le fait... Julianne Moore aussi. Quand je parle de la dernière scène, elle est complètement manipulatrice avec l'image qu'elle veut renvoyer dans le film, par exemple. Tu parles de Nathalie Portman? Non, je parle de Julianne Moore. Je dis, elle est autant manipulatrice que Nathalie Portman. Peut-être. Moi, j'ai pas été si. En fait, j'ai eu du mal aussi de nouveau à saisir ce personnage de Julianne Moore qui me semble vraiment très étrange. Après, faut quand même souligner le fait qu'à un moment, Nathalie Portman, donc qui était en train d'essayer d'imiter au maximum, de s'approcher au maximum de Julianne Moore, ou enfin du personnage qui est interprété par Julianne Moore. Il y a un moment où elle va faire un monologue face caméra en essayant de singer Julianne Moore. C'est quand même très beau à voir parce qu'elle va retrouver des mimiques de jeu, de bouche justement de Julianne Moore. Et alors là, tu te dis qu'elle est quand même super forte. Après, c'est du pain béni pour une actrice. Mais c'est vrai que retrouver Nathalie Portman, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Et à ce niveau-là... Ah si, il y avait tort quand même. Hein.
Ouais, à ce niveau-là, je reprends. Voilà. Mais bon, par contre, alors, le truc le plus étrange dans ce film, c'est quand même que tu as ce discours-là sur la recherche de la vérité qui me semble être quand même ce qui est vraiment intéressant dans le film. Mais alors, il te balance des espèces de trucs qui sont ultra gros, notamment dans le rapport entre Julianne Moore et ses enfants, la manière dont elle castre ses enfants, dont elle les casse systématiquement, des espèces de ressorts psychologiques, notamment une scène, pour en parler aux spectateurs, où en gros, sa fille va essayer une robe et en gros, elle lui dit « Ah, mais t'as tellement de courage de montrer tes bras, franchement !» Et la fille, bon, bien sûr, qui est un tout petit peu boulotte, va finalement changer de robe pour cacher ses bras, quoi. Mais on te montre des ressorts psychologiques qui sont énormes et qui mettent vraiment le film du côté d'une espèce de TV drama psycho à 2 balles comme ça. Et je pense qu'il y a toute la métaphore animalière, exactement ce toute la métaphore animalière sur le papillon qui éclot, etc. C'est quand même pas d'une grande finesse. Exactement ce que j'allais dire. Mais c'est volontaire. La chenille qui devient un papillon. Oui, voilà, mais c'est pour ça que c'est à la fois subtil et pas subtil. Après, moi, je le trouve assez intéressant sur ce rapport que le cinéma peut entretenir à la vérité. C'est pour ça que, pour moi, l'affiche qui singe un peu une des affiches de Giallo ou de films de Palma est pas si déconnante que ça, parce qu'en fait, il y a ce rapport-là. Moi, j'ai pensé à Blood quand je vois le film, dans ce rapport très trouble et peut-être quelquefois malsain au réel, en fait, que peut avoir le cinéma, quasiment cet aspect de prédation ou vampirique vis-à-vis du réel. C'est dans ça que le film m'intéresse le plus. Après, voilà, c'est un film, moi, effectivement, ça doit être rigolo, mais la musique est quand même un truc qui devient mécanique et me sort quand même du film où j'ai du mal à saisir, en fait, la tonalité du film. Je ne sais pas s'il est dans un domaine presque de satire de ce milieu-là, ou s'il est dans un portrait psychologique plus subtil. Et voilà. Après, ça reste que moi, je suis assez touché par ce personnage de Charles Melton. Et je pense que c'est aussi un des personnages qui intéresse peut-être aussi le plus, malgré tout, Todd Haynes. Très bien, merci messieurs. Eh bien, je vous propose de passer... peut-être que... Non, mais Julien. j'ai hésité, vous choisirez si on regarde. J'ai hésité à préciser ma pensée parce que dans ce que vous dites, j'achète plus le film dans ce que vous dites que de ce que je vois, en fait. C'est-à-dire que cette zone de trouble dont vous parlez, je la comprends théoriquement, je la comprends dans ce que vous dites. Mais finalement, j'en reviens à ce que je disais au début. Je trouve que ça résulte plutôt sur une absence de choix ou de parti pris, que plutôt que de créer cette zone de trouble, je vois plutôt parfois une absence de choix qui m'embête. Mais moi, j'ai l'impression que c'est volontaire. Oui, moi aussi, je pense que c'est volontaire. Après, il y a une dimension très cérébrale, je pense, dans le film. Hein. Pour le coup, c'est vrai que tu reconstruis beaucoup les choses. C'est pas un film très viscéral, à mon sens. C'est un film très cérébral, mais je pense que c'est quand même une démarche assez volontaire. Voilà, donc définitivement, je pense un film du côté des bien tenté, mais un peu raté quand même, de la part de ce cher Todd Haynes. Et bien, nous allons maintenant passer au film Monster, l'innocence de Hirokazu Koreeda. その子はシングルマザーなんだ。だからでしょ。申し訳ございませんでした。堀先生が言うには、君が麦野君から良くない行為をしばしば。なんで宇宙人と一緒に喋ってるんですか。友達は友達だけど、みんなの前で話しかけないで。無実だって知ってるよね。それは分かってるよね。分かってるよ。元気出して。Monster, l'innocence, c'est donc le nouveau film de Hirokazu Koreeda, le réalisateur de Nobody Knows ou de Still Walking ou de une affaire de famille, Shoplifters, qui avait eu la Palme d'Or et qu'on avait beaucoup aimé ici. Donc le réalisateur japonais qui revient au Japon après avoir fait Broker en Corée. Il a fait aussi des films en France, je pense, dont j'ai oublié le titre. La Vérité, je crois, avec Binoche et Deneuve et Ethan Hawke, je crois, un espèce de drôle de truc que je n'ai pas vu. Ici, ce qui change, c'est qu'il donne les clés de son scénario à quelqu'un qui s'appelle Yuji Sakamoto, puisque d'habitude, Koreeda écrit ses propres films. Et pour ce film, donc Monster, l'innocence, il a été récompensé du prix du scénario au dernier festival de Cannes. C'est 3 points de vue, voilà, sur une histoire trouble entre 3 adolescents qui vont nouer leur destin, mais on ne sait pas très bien comment. Et justement, on aura 3 vérités différentes autour de ce lien qui les a unis et dont l'issue est, on va dire, relativement tragique.
On peut noter que la maman, qui est le premier point de vue, est interprétée par Sakura Ando, qui jouait déjà la maman dans Une affaire de famille. Minato, son fils, est interprété par Soya Kurokawa. Et Ori, le professeur dont le film va emprunter le point de vue pour le deuxième segment, est interprété, lui, par Eita Nagoyama. On peut signaler aussi que c'est la dernière musique de film de Ryuichi Sakamoto, qui signe une musique assez belle, mais assez discrète, il faut le dire, dans le film de Koreeda. C'est moi qui commence sur ce film. En fait, on peut pas vraiment distinguer enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas le faire, une analyse de ce film ou un avis de ce film de sa structure, en fait, puisque donc sa structure est extrêmement ostensible, puisque on a 3 segments qui offrent 3 points de vue différents sur les mêmes événements. Chaque fois qu'on recommence un segment, il y a une scène d'incendie qui marque le début du segment. En fait, c'est faux, il y a 4 segments en fait. Le premier segment se concentre sur le point de vue de la mère vis-à-vis de son fils, le deuxième sur le professeur vis-à-vis de la problématique du fils. Et avant de passer sur la relation des 2 enfants, l'histoire des 2 enfants, on passe par le point de vue de la proviseure. Tout à fait, tu as raison. Très très rapidement. Ouais. Voilà, mais pas sur l'ensemble des événements. Non. Voilà, c'est vrai. Trop rapidement. Oui, sans doute trop rapidement. Alors voilà, on y vient. C'est un truc un peu bizarre parce que à la fois les événements sont assénés puisqu'on les voit et on les revoit, mais en même temps, il y a plein de zones qui restent très embrumées dans ce film. Il y a beaucoup de choses que moi, j'arrivais pas à désépaissir de cette histoire. Et puis surtout, à la fin du film, tu te dis, bon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on a eu les 2 points de vue, les 2 premiers points de vue, puisque ce n'est pas finalement, c'est une structure à la Rashomon, mais qui ne raconte pas la même chose que Rashomon, soit que la vérité est multiple et dépend de ton point de vue. Mais là, plutôt, il y a des vrais événements qui se sont déroulés puisqu'on a ce qui s'est passé avec le jeune garçon, puisque le jeune garçon est un des points de vue, et les autres points de vue vont être que des points de vue un peu erronés quand on n'a qu'une partie de la vérité. Mais ce n'est pas un grand discours sur justement ce caractère immuable de la vérité et subjectivité, blabla, et il y a des philosophes qui ont écrit des bottins là-dessus. Voilà, donc du coup, c'est un film qui est finalement assez... qui nous échappe un peu. Le premier segment, comme on est frais, puisqu'on vient de rentrer dans le film et que c'est le point de vue de la mère, on est quand même émotionnellement, moi je trouve, impliqué. En plus, voilà, Koreeda déploie souvent son savoir-faire qui n'est plus à approuver après les 353 films qu'il a fait. Non, mais notamment, il y a un très très beau travelling qui est en plus une scène très bien écrite avec la mère qui essaye d'avoir la vérité auprès de son fils. Et puis on voit quand même qu'elle s'y prend vraiment bien, qu'elle a une belle relation avec son fils. C'est toute une chorégraphie qui se met en place à ce moment-là. C'est vraiment quand ils reviennent de l'hôpital. Il y a des moments de mise en scène qui sont toujours assez discrets, mais toujours vraiment bien exécutés. Mais en fait, le problème de ce film, même s'il a été récompensé finalement, c'est son scénario, c'est cette structure en 3 actes, cette deuxième partie avec le professeur qui me semble complètement accessoire. En plus, un personnage qui était déjà antipathique dans la première version et qui reste antipathique quand c'est son segment à lui. Oh, je suis pas d'accord je suis pas d'accord, mais après pour moi la problématique c'est que je pense que c'est un film qui commence trop tard. Ce qui m'intéresse réellement quand je termine le film, c'est quand même ce dernier segment. Et d'une certaine manière, ces 2 premiers segments, oui, je vois, tu as un rapport sur l'institution de l'école au Japon, etc., le point de vue des parents, le point de vue des professeurs, mais je trouve que dans les croisements ou la manière dont le film se recoupe à des moments, il y a une certaine artificialité. Par exemple, là, dans le deuxième segment, tu as le professeur qui est amené à peut-être se suicider tellement il est acculé par sa hiérarchie, par la mère qui ne comprend pas. Il est pris en défaut par rapport à ce qu'on a vu dans la toute première partie où il semble plutôt coupable de la maltraitance que subit l'enfant. Et tu as une scène en fait, où on entend au loin un son qui va être révélé par la suite, qui est en fait la directrice qui joue avec le gamin de la musique. Et tu te demandes ce qu'elle apporte, entre guillemets, à part tout d'un coup de construire quelque chose entre cette directrice qui a perdu son enfant et ce jeune gamin. Mais en relation entre le professeur, je ne vois pas.
je ne comprends pas le lien, je ne comprends pas ce que ça apporte. Et au final, le cœur émotionnel du film, ce qui me touche le plus, c'est quand même la relation de ces deux gamins, qui est à la lisière de l'amour, entre guillemets, qui est la partie la plus intéressante, la plus belle, la plus touchante du film, mais qui arrive beaucoup trop tard. J'aurais besoin de m'investir beaucoup plus dans cette relation, qu'elle soit plus détaillée, que réellement elle soit uniquement une sorte de jeu de miroir, de « Ah oui, ça, je l'ai vu sous ce prisme-là, à un moment, je le revois sous un autre prisme ». En fait, il y a comme une sorte de structure, pas j'ai envie de dire de thriller, mais il y a une structure qui n'est pas, à mon sens, réellement adaptée à ce que ça raconte, en fait. Bah, sans être non plus passionné ou séduit, je pense avoir été un peu plus touché ou naïf, en tout cas par rapport à la lecture de celui-ci, parce que je trouve tout de même que ça fonctionne un peu mieux que ce que j'entends. Manu parlait d'artificialité. Oui, effectivement, il y a des choses qui sont un peu convenues, un peu attendues, mais tout de même, dans sa relecture de certaines scènes, dans la lumière, dans la lumière que la scène apporte à ma première vision, dans les choses, comment elles s'imbriquent, comment elles ressurgissent et sont relues. Je trouve tout de même qu'il y a des belles choses. Et notamment, on parlait beaucoup on a parlé de la négativité, ou ce personnage un peu de professeur pas très sympa, qui a l'air totalement en faute. Et puis finalement, les faits nous apprennent que peut-être pas tant que ça, si je me souviens bien. En tout cas, mais notamment, je parle de cette scène... je vais dire qu'il y a 3 volets, même si effectivement il y en a un 4e, mais dans les 3 volets, cette scène où on voit le cartable volé, on pense qu'il y a dispute entre les gamins, on pense que c'est l'instituteur qui d'abord est brutal, puis finalement on comprend qu'il y a dispute avec les gamins, puis dans la dernière scène, dans le dernier volet, on comprend pourquoi il y a dispute avec les gamins. Enfin bref, c'est un exemple pour dire que j'ai pas adoré le film, je l'ai trouvé parfois effectivement un peu nébuleux, pas toujours simple, et il me manque aussi de quelque chose pour rentrer à fond dedans, mais je trouve que les différentes parties fonctionnent. Donc je trouve que son scénario n'est pas vraiment le problème, je crois. Après, effectivement, sur la fin, je trouve qu'il y a des potentialités non exploitées. Je parle de la tempête qui a lieu à un moment donné donc quand ils sont réfugiés dans le bus, etc. Que ce soit du point de vue des parents qui les cherchent ou du point de vue des gamins qui sont dans le bus. Effectivement, l'impression que ça aurait pu être plus développé, plus beau, et que cette relation entre les deux gamins aurait pu prendre plus de place, ouais. T'as pas vraiment de climax émotionnel, en fait. Il y a un jeu dans les 2 premières parties la mère et le prof se retrouvent pendant l'orage. Ça s'arrête. Et puis ça s'arrête. Et puis après, normalement, on devrait avoir une espèce de climax émotionnel à ce moment-là. Et tu ne l'as jamais vraiment, en fait. Il y a de nouveau quelque chose de très étrange. Mais à chaque fois, il désamorce en coupant, en fait, ce climax émotionnel où il passe par une ellipse. Et en fait, chaque fois, tu redescends en tant que spectateur au niveau de ton pic émotionnel pour repartir un peu à zéro. Et ce qui fait qu'en fait, tu n'as pas cette emphase émotionnelle, à mon avis, cette montée que tu devrais, à mon sens, avoir lors du final du film, à mon avis, qui a quand même une dimension, même si elle reste métaphorique, assez tragique vis-à-vis du parcours de ces 2 gamins. Et en fait, elle ne reste qu'à l'état un petit peu d'idée plus que d'émotion. Et c'est vrai que ces différentes parties ont cet aspect reset dont tu parles qui font qu'effectivement... on revient à zéro, ou là où on devrait commencer à être ému, quoi. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Merci Oren. Et maintenant, nous allons passer au film La Société des Neiges, le film de Juan Antonio Bayona. Si no comemos, nos vamos a morir. ¿Comer qué? Yo no me voy a quedar acá. ¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó? Vos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás. ¡Agárrate de mí! ¿Lo ves? Hay que intentarlo.
Comme prévu, chères auditrices et chers auditeurs, nous allons donc maintenant parler du film de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, traduit en français comme étant Le Cercle des Neiges, un de nos films préférés de l'année dernière, donc de l'an 2023. Et à cette occasion, pour parler de ce film, nous avons en duplex monsieur Lucien Alflands. Lucien Alflands, bonjour. Salut les gars. Merci Lucien, ça fait plaisir de t'être libéré en ce dimanche matin pour venir parler avec nous de ce film de Juan Antonio Bayona. Donc Le Cercle des Neiges, un film qui est sorti le 4 janvier sur Netflix et qui était donc visible quelques semaines auparavant dans 3 salles en Belgique, mais donc qui a eu une carrière éclair sur les écrans belges, que la majorité des gens vont découvrir de toute façon chez eux, mais que j'ai eu la chance de voir quand même sur grand écran, ainsi que Manu, je crois, j'en suis sûr même. C'est bien sûr adapté du fait divers des survivants du crash de l'avion uruguayen dans les Andes en 1972. Le scénario est de Juan Antonio Bayona, de Bernat Villaplana et de Jaime Marquez. Pour ce film, il fait appel à un nouveau chef-op qui s'appelle Pedro Luque, qui avait travaillé auparavant avec Fede Alvarez beaucoup. Donc Juan Antonio Bayona, après aussi l'expérience américaine de Jurassic World 2 et de... comment ça s'appelle, Les Anneaux du Pouvoir, retourne donc en langue espagnole, après aussi avoir signé quand même des films en langue anglaise qui étaient assez bons, hein, The Impossible et A Monster Calls. Mais donc ici, c'est un film donc en langue espagnole. Et j'ai des amis hispanophones qui ont vu le film et qui m'ont dit qu'il était en plus avec accent uruguayen. Oh. Voilà, donc le film est interprété entre autres par Enzo Vogrinčić, qui joue le rôle de Numa, qui est un peu le personnage, on va dire, référence, en tout cas dans les 2/3 du film. Il y a aussi Agustín Pardeya et Matías Recalt, pour citer que 3 des interprètes de ce film, qui est un film choral. Voilà, Lucien, qu'as-tu pensé du film de Juan Antonio Bayona ? Alors, sans mauvais jeu de mots, mais je commence un peu à froid sur un film qui ne l'est pas tant. C'est simple, pour moi c'est le retour du petit maître qui propose un film à hauteur, sinon plus haut encore que ses précédents films dont tu viens de parler, Oli. Je peux revenir sur ce qui m'a peut-être le plus marqué dans le film, c'est à quel point il arrive à faire de sa narration un parallèle avec son propos sur le fait de faire groupe, de faire société, des neiges ou d'ailleurs, comme seule survie possible. C'est quelque chose qui est vraiment appuyé par sa manière de raconter son histoire d'un pur point de vue narratif, à un tel point qu'on pourrait y voir presque un manquement, mais pour moi ça ne l'est pas, d'un tel point qu'il est presque difficile de différencier les personnages à certains moments. Enfin, on peut avoir tendance à les confondre, tant le protagoniste du film, c'est le groupe, comme en témoigne, et on va tout de suite aller dans le spoiler, mais donc attention spoiler, comme en témoigne ce risque énorme pris en cours de narration qui est de tuer le narrateur. Je pense que le film a une capacité incroyable, comme souvent chez Bayona, enfin c'est vraiment presque une de ses marques de fabrique, d'amener à des émotions extrêmement fortes dans les instants les plus improbables. Ici, vraiment, il fait sentir le sacrifice, le manque, la peur, mais vraiment, je pensais jamais avoir les larmes aux yeux en regardant un mec bouffer un corps humain, quoi. Enfin, donc il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable là-dessus. Et puis alors, je pense qu'on va tous revenir là-dessus, mais il y a une maestria délirante du découpage, de jeu de focale qui permet un ressenti, un réespacement de l'étouffement, du confinement. Et ça, c'est assez dingue. Et puis alors, il y a un truc qui est aussi assez marquant dans le film, c'est à quel point il est en permanence extrêmement sombre et extrêmement lumineux dans tous les sens du terme, que ce soit dans ce qu'il raconte, c'est-à-dire que tout vient de la douleur, mais tout va vers l'espoir, et c'est quelque chose qui ressort fort dans la mise en scène et dans la mise en image du film. C'est littéralement un film qui nous plonge dans les limbes, hein, parce que ces gens, ils sont à la fois morts et vivants, quoi. Ils sont presque... C'est presque de la physique quantique. Non, mais je plaisante un peu, mais ils sont vraiment dans des limbes. Et je trouve que la manière dont ils formulent ça visuellement, c'est parfaitement inédit. C'est vraiment un film qui est dans l'obscurité la plus totale, mais qui est en permanence baigné d'une lumière aveuglante. Merci Lucien. Moi, je partage entièrement ce que dit Lucien. Lorsqu'on avait discuté avec Bayona en mai dernier, il parlait justement d'un film...
on s'interrogeait sur les parallèles que pourrait avoir la Société des Neiges avec notamment son autre survival qui était The Impossible. Il nous parlait justement qu'il y avait certains thèmes qui semblaient avoir poussé plus loin dans la Société des Neiges. Il y a vraiment de ça dans le cinéma de Bayona. Il y a toujours c'est quelque chose qui hante son cinéma, c'est la notion du deuil. Dans l'orphelinat, c'était le rapport de deuil que devait faire une mère vis-à-vis de son fils. C'était le processus inversé dans Quelques minutes avec minuit. Et dans The Impossible, il y avait cette idée de travailler cette notion en fait d'héroïsme qui est non pas liée à la survie en tant que telle, mais à ce que les personnages vont faire vis-à-vis des autres, entre guillemets. Cette notion, en fait, tu parlais effectivement de films très sombres, mais la grande force du cinéma de Bayona, c'est d'aller chercher la lumière au cœur des ténèbres. Et en fait, ce qui émeut dans les films de Bayona, c'est cette idée, dans des contextes souvent extrêmement durs, la perte d'une mère, un drame immense, c'est cette idée, en fait, ce qui en fait déclenche ton émotion, pour moi, c'est pas à des moments les plus impromptus, c'est en fait à des moments où les personnages se rattachent à ce qui fait partie de ce qui définit leur humanité, en fait, ce qui est la notion du... Je veux dire, en anglais, désolé pour l'anglicisme, cette notion du care, cette notion de prêter attention à. Et cette idée, en fait, du sacrifice, et donc qui est poussé jusqu'au bout dans la Société des Neiges, c'est vraiment cette idée, effectivement, du sacrifice ultime pour l'autre. Tu parlais, on a effectivement du passage de spoil sur la notion du narrateur incarné par Noumaï qui donc va disparaître progressivement du récit. Et donc, tu as cette idée vraiment de ce personnage va vivre à travers les autres parce qu'il va continuer à raconter l'histoire même une fois mort. Et aussi, ce qui aussi définit le cinéma, c'est cette notion aussi d'enregistrer le passé, d'enregistrer entre guillemets des fantômes à l'écran. Déjà, Bayona est je pense un des plus grands réalisateurs qui émergeait ces 15 dernières années dans le cinéma mondial. Mais là, on touche vraiment à son chef-d'œuvre. C'est un film qui est d'une perfection absolue, qui te bouleverse émotionnellement, qui te questionne spirituellement. C'est vraiment un film sur lequel, je pense, on va revenir année après année dessus, qui est d'une complexité folle. Ça va être compliqué d'en résumer dans le petit débat qu'on va voir, mais c'est vraiment un film au sein duquel tu te sens tout petit. Les questionnements à la fois philosophiques, je trouve que c'est passionnant, notamment dans la manière dont il traduit en fait tout ce parcours des personnages, le parcours psychologique des personnages, via la mystique et la religion à laquelle il se rattache et comment le discours s'empare de cette symbolique-là, notamment avec le personnage de Numa, cette idée de résurrection, cette idée de sacrifice qui est très ancrée dans la religion catholique, mais qui n'est pas forcément quelque chose que le film embrasse. Lui embrasse une spiritualité tout autre. Tu parlais notamment de cet attachement au groupe, il y a une dimension beaucoup plus humaniste, spirituelle que réellement religieuse dans le film. Mais bon, voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais peut-être laisser parler Olivier sur le film, quoi. Non, mais vous avez déjà dit beaucoup de bonnes choses. Pour moi, c'est un grand film philanthrope. Tu l'as dit, la religion, le catholicisme, c'est traité dans le film, c'est très important dans le film parce que les personnages sont extrêmement religieux. Mais ce en quoi croit le film, c'est en l'homme. Il te montre que le fait de faire société, le fait d'être ensemble, et le fait de travailler ensemble, et le fait de se donner les uns aux autres, c'est ça qui va faire qu'ils vont traverser justement ces limbes, la belle image qui a été utilisée par Lucien. Et la sublime idée aussi, je trouve, qui traverse le film, c'est de faire un film autant sur les morts que sur les vivants. C'est d'ailleurs, pour moi, complètement incarné dans le scénario lui-même, puisque le personnage il va y avoir une espèce de croisement entre le personnage de Numa qui va petit à petit s'éteindre et le personnage de Nando qui va petit à petit renaître, et il y a vraiment une passation qui est faite entre les deux personnages, et notamment une passation au cœur du récit, puisque une fois que Numa n'est plus là, le personnage qui est le plus à l'écran sera Nando. C'est un film qui rend vraiment hommage aux morts et qui leur donne une énorme place, en fait. Ils sont aussi présents et aussi importants, en fait, dans cette société que ceux qui sont restés. Et d'ailleurs, il y a un moment, une phrase où à la fin, Numa dit « Nous étions tous morts, mais certains en sont revenus ». Je trouve que c'est une des clés de lecture de ce film qui est, comme tu disais Manu, inépuisable à mon avis. Et puis, bon, moi je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une fois en salle et ça m'a foutu un coup dans le bide, dans le sens où cet usage notamment des courtes focales était hyper impliquant au niveau émotionnel. Moi, je suis pas un grand fan des grands angles en général, et là, il y en a vraiment beaucoup, et c'est utilisé vraiment tout au long du film, et c'est vraiment pour transmettre, je pense, le côté physique du film, vraiment le froid, la faim, la crasse, tout ça, ça t'implique vraiment physiquement dans ça a cet effet, en tout cas, alors que c'est bizarre, on a parlé du film de Lanthimos avant, les grands angles
te foutent constamment à distance, c'est complètement autre chose. Et la deuxième fois où j'ai vu le film, là, il m'a vraiment touché en plein cœur et beaucoup plus, on va dire, de manière beaucoup plus thématique. Non, la première fois, c'était vraiment l'implication totale. C'est-à-dire au cinéma, grand écran, avec cette scène de crash, je pense qu'on en reparlera pas mal de fois, mais qui t'implique complètement, que tu vis vraiment de l'intérieur, qui est suivi par cette première nuit qui est atroce au cinéma. L'expérience sonore de cette première nuit dans la carlingue de l'avion, c'était un truc, mais c'était horrible à vivre. Je me dis, si le film reste sur cette intensité émotionnelle-là pendant 2h20, je vais pas y arriver, quoi. Et, moi, j'y suis pas arrivé. Je suis sorti les 2 fois au cinéma, comme devant mon petit écran, je ressors pas bien, et chaque fois, c'est là où je trouve qu'il est très fort, c'est que ça n'arrive pas nulle part. C'est au même endroit que j'essaie de ces montées, entre guillemets, je perds contrôle vis-à-vis du film. Et tu parlais, effectivement, on perd contrôle, on est ému un moment quand les gens vont se bouffer, mais c'est pas réellement ça. C'est en fait le sacrifice que font les autres pour le groupe, pour permettre au groupe de se nourrir et donc de rendre anonyme l'offrande. C'est leur place. Le fait d'être mangé, ça devient leur place. En fait. C'est ça. C'est ces moments, en fait, où ce sacrifice ultime, en fait, qu'accomplissent ces 2 personnages-là à ce moment-là du film, c'est pas montré comme quelque chose de sensationnaliste comme ça pouvait l'être dans le film de Marshall. Il prend vraiment conscience de cette notion de sacrifice de ces personnages-là à ce moment-là. Petite explication, donc Frank Marshall, le réalisateur de Congo, avait déjà fait un film autour de cette histoire en 1992. Lucien. C'est un truc qui rajoute au côté à ce que vous disiez très bien. Moi, je souscris intégralement à tout ce que vous venez de dire, mais jusque dans les moindres détails. Mais ce dont vous venez de parler rajoute au fait que c'est un film qui s'intéresse en effet plus aux faits société qu'aux individualités. Qu'aux individualités et qu'à leur mysticisme ou leur catholicisme en l'occurrence. On va peut-être écouter Julien ? Oui, je pourrais aussi répéter la phrase que vient de dire Lucien. Je souscris effectivement dans les moindres détails à ce que vous dites. Donc, effectivement, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au-delà de cet aspect purement formel et spectaculaire, bien que l'ayant vu sur petit écran, notamment du crash, tu disais qu'on en parlait, mais cette scène de crash était assez incroyable au niveau du découpage, du rythme qui s'accélère, du silence avant l'impact, des corps projetés, des os broyés, etc. Bon, ça envoie du lourd, hein, comme on dit. Mais effectivement, au-delà du spectaculaire, c'est l'aspect philosophique ou métaphysique, ou en tout cas moral, que soulève le film qui m'a le plus intéressé. Enfin, moi, je me suis beaucoup projeté, en fait. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation ? Est-ce que, effectivement, j'aurais eu le courage, la force, la vaillance de ces gars, de ces filles aussi, parce qu'il y en avait. J'en sais rien du tout. Et alors, effectivement, la grande notion de consentement au niveau du cannibalisme, au niveau du corps. Est-ce qu'on peut manger des corps, des cadavres décédés qui n'ont pas donné leur consentement ? Est-ce qu'on peut manger les copains qui ont donné leur consentement, etc. Voilà. Je me suis pas mal projeté et j'étais bien incapable de répondre aux questions, si ce n'est que je trouvais le film inspirant. Ouais. Par rapport au traitement de l'anthropophagie, je crois qu'il a vraiment la juste distance. C'est quelque chose qui est mis en perspective morale. C'est quelque chose qui est débattu, parce que de nouveau, c'est la société. C'est quelque chose qui va vraiment être débattu dans le film, en aparté ou alors en grand groupe. Et c'est quelque chose qui va traverser le film aussi, qui va être repris plusieurs fois. Mais voilà, la clé, ça reste de toute façon que chacun a sa place dans le groupe, chacun a son rôle dans le groupe, et ce n'est pas parce que ton corps est maintenant sans vie que tu ne vas pas pouvoir aider l'effort collectif, en fait. Ouais, et alors ça a été dit, mais c'est la dimension entre les gros plans qu'il y a sur les visages et en même temps l'immensité blanche totalement, enfin cette nature qui se révèle être nature mais cruelle, fatale et terrible, que ce soit des avalanches, que ce soit la dureté des événements, c'est effectivement le mix est assez incroyable, quoi. De toute façon, cette opposition entre le macro, le micro, l'intime, le spectaculaire et ces visages qui sont filmés comme quasiment des paysages. Moi, j'avais pas vu ça depuis peut-être des films de Léon, mais je veux dire, il y a vraiment une dimension. Friedkin aussi, Sorcerer, moi j'ai pensé à ça. Ouais, mais il y a de ça. Il y a une sorte de musicalité dans le montage qui est parfaite à mon sens. Tout à fait. Alors, moi, je vais aussi en rajouter un petit peu sur le dernier quart d'heure. Mon Dieu, mais quelle avalanche émotionnelle ce dernier quart d'heure du film. Alors que, justement, c'était très ellipsé dans le film de 92. Là, ici, toute la partie de leur sauvetage, en fait, et qui est aussi portée par cette voix off de Nouma,
et un apogée émotionnel, mais absolument dingue. Il y a un plan notamment qui est sublime avec cette religieuse qui est en train de refaire le bandage du gars. Moi, rien que d'y penser, tu vas me mettre pas bien devant le micro. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et le regard de ce gars à ce moment-là, le regard de l'acteur, incroyable. Bon, soit. Mais c'est parce qu'en fait, l'épilogue te questionne beaucoup en tant que spectateur vis-à-vis du spectacle que tu as vu. Ouais. Mais c'est aussi un truc qui est extrêmement malin, c'est la manière dont le film questionne. Enfin, c'est un film à grand spectacle, c'est un film de grand spectacle, c'est un film extrêmement impressionnant. Tu parlais de viscéralité, etc. C'est un film qui te fait ressentir énormément et qui utilise les effets du cinéma On parlait de découpage, de focale. Le film est pété d'effets spéciaux. Invisible. Hein. Ouais, c'est ça, totalement invisible. Enfin bon, bref, tout ça, c'est un film à grand spectacle et c'est un film en effet qui te questionne, toi, en tant que spectateur, par rapport à ton rapport à ce que tu viens de voir comme film de grand spectacle. C'est vraiment un film qui est malin sur tous les points sur lesquels il s'avance, quoi. C'est un film brillant. Alors j'ai 2 petites remarques. Je trouve peut-être que parfois il y a peut-être un peu trop de musique. Et il y a juste un plan que j'aime pas. À la fin, il y a un plan avec une cage thoracique rongée en avant-plan dans un plan en contre-plongée sur un des survivants. Voilà, je trouvais juste que ça, c'était un tout petit peu too much. Mais c'est extrêmement discret. Ouais. Oui, bien sûr. Et moi, je trouve aussi passionnant cette dimension où ça rejoint tout le cinéma de Bayona, c'est que c'est un cinéma qui est toujours, même dans ces 2 films, réaliste, j'ai envie de dire, mais en fait, c'est pas le réalisme qui l'intéresse, c'est plutôt la quête de vérité des personnages vis-à-vis de ce qu'ils traversent. On reste dans une dimension réaliste, mais par des codes qui empruntent au cinéma fantastique, on bascule dans autre chose, dans quelque chose de beaucoup plus large, qui est du domaine de l'allégorie. Et je trouve ça assez passionnant, même dans ces films-là qui ne se rattachent pas à un corpus fantastique, c'était un peu la même chose pour le Del Toro, dans le dernier Del Toro, c'est qu'il y a toujours malgré tout un tout petit peu de fantastique dans ces films-là, parce que c'est des questionnements que le cinéma fantastique embrasse et qu'on retrouve aussi dans ce film-là. Merci Manu, je pense qu'on va conclure ici sur ce film, donc je vais peut-être dire au revoir à Lucien, puisque je crois qu'il est occupé, il doit aller couper un gigot, puisque nous sommes dimanche midi, n'est-ce pas ? Non, je ne suis pas encore, mais quels sont vos... C'est quoi la suite ? On va aller passer au conseil. On va passer au conseil. Ah ouais, très bien, je peux rester pour les conseils. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre ? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Manu, tu commences sur les conseils ? Je profite justement de l'arrivée dans la conversation de Lucien, puisqu'on a mis dans nos recos en début d'émission le film Jawan de ciné Atli Kumar. Et je sais que Lucien l'a découvert un peu plus tard que moi, et je voulais juste avoir un petit peu ses retours et peut-être commenter avec lui sa découverte du 2e film de l'année de Shah Rukh Khan. Oui, en effet, je l'ai découvert il y a peu et pas dans les meilleures conditions, mais j'ai pris un plaisir énorme. Comme j'avais l'impression que le cinéma n'en offrait plus depuis un certain nombre d'années, ou en tout cas de manière extrêmement ponctuelle. C'est un film qui se pose pas de questions dans ce qu'il veut développer, dans ce qu'il veut offrir aux spectateurs, et qui se permet de s'en poser sur bien d'autres points. C'est un film aussi... Décomplexé ? Ouais, décomplexé, qui offre autant que ce que pouvait offrir un certain cinéma d'action des années 80-90 américains, mais en mettant la barre encore plus haut, en réfléchissant à chaque fois à comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans le plaisir viscéral. Mais comme j'avais déjà pu le dire à propos de RRR il y a plus ou moins un an, je retrouve une excitation enfantine devant ces films que j'avais plus retrouvé depuis mes 12 ans, quoi. Vraiment, il y a une dimension de spectaculaire, de pur cinéma d'exploitation qui n'a pas peur et qui appuie sur tous les potards à tous les niveaux, en fait. Le rythme du film est assez dingue, contrairement au premier film qui a fait l'événement en Inde de Shah Rukh Khan, qui était Pathan, pour moi, qui est un film qui
qui cherche un peu trop à s'occidentaliser et qui, d'une certaine façon, je trouvais un film assez mou en termes de montage. Au-delà des scènes d'action, c'est un film qui s'écrase souvent dans beaucoup de scènes de dialogue, pas très inspiré en termes de découpage et qui est surtout, pour moi, très peu rythmé. C'est un film pas très bien écrit. En revanche, Jawan a un rythme absolument dingue qui en fait emporte tout, même les écueils d'écriture, même voilà, certaines facilités que le film a. Et ce qui est aussi réjouissant, c'est qu'en fait le film appuie sur tous les potards à fond, c'est-à-dire en termes de spectacle, mais aussi dans son propos politique. C'est-à-dire c'est un film qui va les deux pieds dans la gueule du spectateur. Absolument. En termes de discours politique, il prend pas du tout de chemin de traverse. C'est un film extrêmement frontal et c'est assez impressionnant dans ce type de cinéma-là, tout d'un coup, de dire enfin du cinéma d'exploitation qui reparle entre guillemets, j'ai envie de dire au peuple, aux gens, entre guillemets. Là, tu as une dimension quand même émancipatrice qui est clairement au cœur du film, quoi. Mais non seulement qui reparle, mais je pense sur ce type de cinéma-là, sur ce type d'économie, je pense, enfin voilà, on est habitué aux blockbusters américains qui sont souvent par essence politiques, mais qui le sont de manière pirate, je veux dire. Qui ne le sont plus actuellement. Qui ne le sont plus actuellement, mais qui l'ont été de manière... quand c'était dirigé par des mavericks, ou on appellera ça comme on veut. Ici, je pense que j'ai jamais vu un film de cette économie-là, de ce budget-là, qui est aussi littéral dans son propos, et à quel point... ça va tacler à la gorge, comme tu le disais, mais toutes les institutions, tout un système au-delà de ça. Alors, on n'est pas dans une analyse sociétale extrêmement fine. Hein. Il n'est pas du tout question de ça. Le film est très loin d'être fin, mais c'est tellement plaisant de voir un film qui se donne à fond sur tous les tableaux. Il y a aussi une question d'exotisme, mais c'est absolument... c'est absolument fascinant. Mais messieurs, ce film est disponible comment ? Est-ce que c'est disponible quand on est un peu un hacker ? Non, il est disponible tout à fait légalement en ce moment sur la plateforme Netflix en Belgique. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres pays, mais en tout cas, non, il est disponible de manière tout à fait légale, sans être compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie problématique de l'exploitation du cinéma indien. On peut découvrir par chez nous, dans les kinépolis, notamment certains films indiens qui sont vraiment diffusés à destination de la diaspora. Et donc, il n'y a aucune communication, en fait, que ce soit sur Ciné News, Cinébelle, les annuaires de cinéma, tu n'en trouveras pas trace, donc il faut vraiment se renseigner. C'est-à-dire que c'est une logique donc, ce sont des films qui, généralement, sont distribués par KFD, Kinépolis Film Distribution, et leur technique marketing là-dessus, c'est en effet de ne pas les vendre à des gens que ça n'intéresse pas, mais de fonctionner alors en utilisant les datas et leur carte de fidélité, et de cibler exactement les gens qui peuvent être intéressés par ces films, à savoir, comme tu le dis très bien, Manu, ce qu'on appelle vulgairement les communautés. Voilà, mais après, ce qui est passionnant, c'est que vous pouvez découvrir du cinéma donc bollywoodien tel que Jawan, mais on a pu découvrir en début d'année Capitaine Miller d'un cinéaste tamoul. Et on voit toute la diversité du cinéma indien qui est en train quand même de connaître un nouvel âge d'or et qui est, je pense, un des cinémas en termes de cinématographie les plus intéressantes actuellement, quoi. Très bien. Est-ce que donc ton conseil c'était ça, ou est-ce que c'était le conseil de Lucien ? Lucien, t'as un autre conseil, toi, ou Non, parce qu'on fait groupe. Nous aussi, on fait groupe, on fait communauté. Vous faites société. On fait groupe, on fait société avec Lucien, et donc on partage notre enthousiasme pour Jawan. Comme on fait groupe, on va partager 2 conseils ensemble. Donc Jawan étant le premier, et le second, c'est de remettre en avant, comme en parlait plutôt Manu, notre interview de Juan Antonio Bayona, que nous avions eu la chance de rencontrer il y a un peu moins d'1 an. Et voilà, elle est sur notre chaîne YouTube, donc foncez-y. Très bien, oui, c'est vrai. Hein, sur notre chaîne YouTube, il y a notamment une interview de Juan Antonio Bayona, mais il y a d'autres interviews aussi. Allez les découvrir. Moi, je vais vous conseiller une petite écoute, une longue écoute en fait, 5 fois 1 heure, puisque en décembre, France Culture a mis sur les ondes une grande traversée consacrée à Federico Fellini. C'est absolument passionnant, c'est extrêmement bien réalisé. Ce qui est très bien, puisque l'œuvre protéiforme d'un cinéaste qui est assez peu apprécié aujourd'hui, mais bon, ça va par vague, hein, de toute façon. Voilà, maintenant, c'est un peu plus Pasolini, c'est un peu plus à la mode d'aimer Pasolini que Fellini. Mais bon, Fellini reviendra à la mode. Donc, en prenant justement à chaque fois un angle qui soit la ville de Rimini, la ville de Rome, les rêves, il y a à chaque fois un angle très précis en fait dans chacun des épisodes de cette grande traversée. Et voilà, c'est passionnant à écouter si vous connaissez un petit peu, malheureusement, il faut le dire. Heureusement. Oui. L'œuvre du maestro.
Julien, je crois qu'il a quand même quelque chose Mais des beautés. Mais oui, puisqu'on parle de société. Enfin, je veux aussi parler d'un livre, mais par le plus cinématographique des écrivains actuels, ou en tout cas le plus demandé dans l'industrie du cinéma, qui est David Gran, qui a donc écrit le livre dont s'inspire Scorsese pour Killer of the Flower Moon et The Lost City of Z, donc pas des moindres films. Et d'ailleurs, nous avions écrit jadis, Lucien et moi, un article à 4 mains, comme on disait, sur The Lost City of Z. À 4 mains. Mais donc je vais parler des Naufragés du Vagueur, qui parle aussi, donc c'est un pont avec la Société des Neiges, qui parle d'un naufrage, d'un navire au 18e, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas dire de conneries, et d'une poignée d'hommes qui va se retrouver aussi en train d'essayer de survivre. Ils font un peu moins société que dans le film de Bayona, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce qui est intéressant chez David Gran, c'est le mélange entre cet aspect historien, cet aspect historien presque documentariste, c'est-à-dire je crois qu'il fait un travail d'absolument timbré au niveau de se renseigner sur ce qu'il écrit, et en même temps de ne pas renier le spectaculaire. Donc ça en fait des superbes fictions, et ça en fait de ces descriptions saisissantes. Il fait aussi des grands moments d'action, et Les Naufragés du Vagueur, en tout cas, se double d'une réflexion sur le sens des récits qui est assez intéressante. Et qui devrait peut-être être un des prochains films de Scorsese après son film sur Jésus. C'est vrai. De nouveau avec DiCaprio, visiblement. Et de nouveau, pour faire la pub pour France Culture, Mauvais Genre a interviewé David Gran à propos de ce film il y a de ça quelques semaines. Voilà, très bien. Merci, messieurs, pour cette belle émission pleine de conseils, tellement érudite. On met la barre tellement haut pour 2024. On se retrouve bientôt le 15 février, puisque nous allons le 15 février à la librairie Flaget pour la dédicace du livre Seuls les fantômes, qui est signé Cyril Fallis, qui était le rédacteur en chef du site Le Passeur Critique. Feu le Passeur Critique. Feu le Passeur Critique, sur lequel... On s'est tous rencontrés, c'était notre Tinder à nous, en fait, Le Passeur. C'est là qu'on a fait société, en tout cas. C'est là qu'on a commencé à faire société, et aujourd'hui on... C'est faux, Julien et moi on se connaissait avant. Ah, vous avez fait société autour de la Chimée Bleue, vous. Soit, bon, alors petit instant pub, donc Seuls les fantômes, premier roman de Cyril Fallis qui est sorti chez Belfond, et donc il y aura une dédicace le 15 février à la librairie Flaget, et on y sera parce qu'on aura enregistré ce même jour, donc vous allez avoir cette émission, puis il y en aura une autre fin février. Voilà, merci beaucoup chères auditrices, chers auditeurs de nous avoir suivis, on vous aime, kiss kiss, bank bank, YouTube, Facebook, Instagram, Acast, Podcast Addict, Google+, Google Podcast, Blue Sky. On est sur plein de réseaux sociaux, on est sur plein d'applications de lecture, de podcasts. Donc voilà, écoutez-nous, mettez-nous des étoiles, recommandez-nous, voilà, tout ça. Merci beaucoup, merci Manu, merci Julien, merci Lucien, et à très bientôt. Au revoir.